Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans la suite de mes vidéos broderie lecture. Alors là, vous allez voir, il y a 2 fois 3 brins, soit un fil. Donc on va finir l'arbre et pour finir le fil, parce qu'il m'en restait quand même pas mal, j'ai fait le petit bout sur la grenouille et après je suis partie sur un autre bout, c'était tout droit. Je vais reprendre mon livre et c'est parti. Madame de Boves venait de dépasser la quarantaine. C'était une femme superbe, à encolure de déesse, avec une grande face régulière et de larges yeux dormants que son mari, inspecteur général des haras, avait épousé pour sa beauté. Elle paraissait toute remuée par la délicatesse du chiffre, comme envahie d'un désir dont l'émotion pâlissait son regard. Et brusquement, « Donnez-vous donc votre avis, monsieur Mouret. Est-ce trop cher, 200 francs, cette monture ?» Mouret était resté debout, au milieu des 5 femmes, souriant, s'intéressant à ce qui les intéressait. Il prit l'éventail, l'examina, et il allait se prononcer lorsque le domestique ouvrit la porte en disant « Madame Marty ». Une femme maigre entra, laide, ravagée de petites vérolles, mise avec une élégance compliquée. Elle était sans âge, ses 35 ans en valaient 40 ou 30, selon la fièvre nerveuse qui l'animait. Un sac de cuir rouge, qu'elle n'avait pas lâché, pendait à sa main droite. « Chère madame, dit-elle à Henriette, vous m'excuserez avec mon sac. Imaginez-vous, en venant vous voir, je suis entrée au bonheur, et comme j'ai encore fait des folies, je n'ai pas voulu laisser ceci en bas, dans mon fiacre, de peur d'être volée. » Mais elle venait d'apercevoir Mouret. Elle reprit en riant. « Ah, monsieur, ce n'est point pour vous faire de la réclame, puisque j'ignorais que vous fussiez là. Vous avez vraiment en ce moment des dentelles extraordinaires. » Cela détourna l'attention de l'éventail, que le jeune homme posa sur un guéridon. Maintenant, ces dames étaient prises du besoin curieux de voir ce que madame Marty avait acheté. On la connaissait pour sa rage de dépenses, sans force devant la tentation, d'une honnêteté stricte, incapable de céder à un amant, mais tout de suite lâche et la chair vaincue devant le moindre bout de chiffon. Fille d'un petit employé, elle ruinait aujourd'hui son mari, professeur de 5e au lycée Bonaparte, qui devait doubler ses 6 000 francs d'appointement en courant le cachet, pour suffire au budget sans cesse croissant du ménage. Et elle n'ouvrait pas son sac, elle le serrait sur ses genoux, parlait de sa fille Valentine, âgée de 14 ans, une de ses coquetteries les plus chères, car elle l'habillait comme elle, de toutes les nouveautés de la mode, dont elle subissait l'irrésistible séduction. Vous savez, expliqua-t-elle, on fait cet hiver aux jeunes filles des robes garnies d'une petite dentelle. Naturellement, quand j'ai vu une Valencienne très jolie, elle se décida enfin à ouvrir le sac. Ces dames allongeaient le cou, lorsque dans le silence on entendit le timbre de l'antichambre. « C'est mon mari, balbutia madame Marty, pleine de trouble. Il doit venir me chercher en sortant de Bonaparte. » Vivement, elle avait refermé le sac, et elle le fit disparaître sous un fauteuil, d'un mouvement instinctif. Toutes ces dames se mirent à rire. Alors, elle rougit de sa précipitation. Elle le reprit sur ses genoux, en disant que les hommes ne comprenaient jamais, et qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. « Monsieur de Bove, monsieur de Valagnosc, » annonça le domestique. Ce fut un étonnement. Madame de Bove elle-même ne comptait pas sur son mari. Ce dernier, bel homme, portant les moustaches à l'impériale, de l'air militaire, correct et animé des Tuileries, baisa la main de madame Desforges, qui l'avait connue jeune chez son père. Et il s'effaça pour que l'autre visiteur, un grand garçon pâle, d'une pauvreté de sang distinguée, pût à son tour saluer la maîtresse de la maison. Mais, à peine la conversation reprenait-elle, que 2 légers cris s'élevèrent. « Comment ? C'est toi, Paul ? Tiens ! Octave !» Mouret et Valagnosc se serraient les mains. À son tour, madame Desforges témoignait sa surprise. Ils se connaissaient donc ? Certes, ils avaient grandi côte à côte au collège de Plassans, et le hasard était qu'ils ne se fussent pas encore rencontrés chez elle. Cependant, les mains toujours liées, ils passèrent en plaisantant dans le petit salon au moment où le domestique apportait le thé, un service de Chine sur un plateau d'argent qu'il posa près de madame Desforges, au milieu du guéridon de marbre, à légère galerie de cuivre. Ces dames se rapprochaient, causaient plus haut, tout aux paroles sans fin qui se croisaient, pendant que monsieur de Bove, debout derrière elle, se penchait par instants, disait un mot avec sa galanterie de beau fonctionnaire. La vaste pièce, si tendre et si gaie d'ameublement, s'égayait encore de ses voix bavardes coupées de rire. « Ah, ce vieux Paul !» répétait Mouret. Il s'était assis près de Valagnosc sur un canapé. Seul au fond du petit salon, un boudoir très coquet, tendu de soie, bouton d'or, loin des oreilles et ne voyant plus eux-mêmes
ces dames que par la porte grande ouverte, ils ricanèrent les yeux dans les yeux en s'allongeant des tapes sur les genoux. Toute leur jeunesse s'éveillait. Le vieux collège de Plassans, avec ses 2 cours, ses études humides et le réfectoire où l'on mangeait tant de morues, et le dortoir où les oreillers volaient de lit en lit dès que le pion ronflait. Paul, d'une ancienne famille parlementaire, petite noblesse ruinée et boudeuse, était un fort anthème, toujours premier, donné en continuel exemple par le professeur, qui lui prédisait le plus bel avenir. Tandis qu'Octave, à la queue de la classe, pourrissait parmi les cancres, heureux et gras, se dépensant au dehors en plaisirs violents. Malgré leurs différences de nature, une camaraderie étroite les avait pourtant rendus inséparables jusqu'à leur baccalauréat, dont ils s'étaient tirés, l'un avec gloire, l'autre tout juste d'une façon suffisante, après 2 épreuves fâcheuses. Puis, l'existence les avait emportés, et ils se retrouvaient au bout de 10 ans, changés et vieillis. « Voyons, demanda Mouret, que deviens-tu ? » ?»« Mais je ne deviens rien. » Valagnosc, dans la joie de leur rencontre, gardait son air las et désenchanté, et comme son ami étonné insistait en disant « Enfin, tu fais bien quelque chose, que fais-tu ?»« Rien, » répondit-il. Octave se mit à rire. Rien, ce n'était pas assez. Phrase à phrase, il finit par obtenir l'histoire de Paul, l'histoire commune des garçons pauvres qui croient devoir à leur naissance de rester dans les professions libérales et qui s'enterrent au fond d'une médiocrité vaniteuse, heureux encore quand ils ne crèvent pas de la faim, avec des diplômes plein leur tiroir. Lui avait fait son droit par tradition de famille, puis il était demeuré à la charge de sa mère veuve, qui ne savait déjà comment placer ses 2 filles. Une honte enfin l'avait pris, et laissant les 3 femmes vivre mal des débris de leur fortune, il était venu occuper une petite place au ministère de l'Intérieur, où il se tenait enfoui comme une taupe dans son trou. « Et qu'est-ce que tu gagnes ?» reprit Mouret. 3000 francs. Mais c'est une pitié. Ah, mon pauvre garçon, ça me fait de la peine pour toi. Comment un garçon si fort qui nous roulait tous, et il ne te donne que 3000 francs après t'avoir abruti pendant 5 ans déjà? Non, ce n'est pas juste. Il s'interrompit. Il fit un retour sur lui-même. Moi, leur ai tiré ma révérence. Tu sais ce que je suis devenu? Oui, dit Valagnosc, on m'a conté que tu étais dans le commerce. Tu as cette grande maison de la place Gaillon, n'est-ce pas? C'est cela. Calicot, mon vieux. Mouret avait relevé la tête, et il lui tapa de nouveau sur le genou. Il répéta avec la gaieté solide d'un gaillard sans honte pour le métier qui l'enrichissait. Calicot, en plein. Ma foi, tu te rappelles, je ne mordais guère à leur machine, bien qu'au fond je ne me sois jamais jugé plus bête qu'un autre. Quand j'ai eu passé mon bachot, pour contenter ma famille, j'aurais parfaitement pu devenir un avocat ou un médecin comme les camarades. Mais ces métiers-là m'ont fait peur, tant on voit de gens y tirer la langue. Alors, mon Dieu, j'ai jeté la peau d'âne, au vent, sans regret, et j'ai piqué une tête dans les affaires. Valagnosc souriait d'un air d'embarras. Il finit par murmurer. Il est de fait que ton diplôme de bachelier ne doit pas te servir à grand-chose pour vendre de la toile. Ma foi, répondit Mouret joyeusement, tout ce que je demande, c'est qu'il ne me gêne pas. Et tu sais, quand on a eu la bêtise de se mettre ça entre les jambes, il n'est pas commode de s'en dépêtrer. On s'en va à pas tortue dans la vie lorsque les autres, ceux qui ont les pieds nus, courent comme des dératés. Puis, remarquant que son ami semblait souffrir, il lui prit les mains. Il continua. Voyons, je ne veux pas te faire de la peine, mais avoue que tes diplômes n'ont satisfait aucun de tes besoins. Sais-tu que mon chef de rayon à la soie touchera plus de 12 000 francs cette année? Parfaitement, un garçon d'une intelligence très nette et qui s'en est tenu à l'orthographe et aux 4 règles. Les vendeurs ordinaires chez moi se font 3 et 4 000 francs, plus que tu ne gagnes toi-même, et ils n'ont pas coûté tes frais d'instruction. Ils n'ont pas été lancés dans le monde avec la promesse signée de le conquérir. Sans doute, gagner de l'argent n'est pas tout. Seulement, entre les pauvres diables frottés de science qui encombrent les professions libérales sans y manger à leur faim, et les garçons pratiques, armés pour la vie, sachant à fond leur métier, ma foi, je n'hésite pas. Je suis pour ceci contre cela. Je trouve que les gaillards comprennent joliment leur époque. Sa voix s'était échauffée. Henriette, qui servait le thé, avait tourné la tête. Quand il la vit sourire au fond du grand salon et qu'il aperçut 2 autres dames prêtant l'oreille, il s'égaya le premier de ses phrases. « Enfin, mon vieux, tout le calicot qui débute est aujourd'hui dans la peau d'un millionnaire. » Valagnosc se renversait mollement sur le canapé. Il avait fermé les yeux à demi, dans une pose de fatigue et de dédain, où une pointe d'affection s'ajoutait au réel épuisement de sa race. « Bah, murmura-t-il, la vie ne vaut pas tant de peine, rien n'est drôle. » Et comme Mouret, révolté, le regardait d'un air de surprise, il ajouta « Tout arrive et rien n'arrive, autant rester les bras croisés. » Alors, il dit son pessimisme, les médiocrités et les avortements de l'existence. À un moment, il avait rêvé de littérature, il lui était resté de sa fréquentation avec des poètes une désespérance universelle.
Toujours il concluait à l'inutilité de l'effort, à l'ennui des heures également vides, à la bêtise finale du monde. Les jouissances rataient, et il n'y avait pas même de joie à mal faire. « Voyons, est-ce que tu t'amuses, toi ?» finit-il par demander. Mouret en était arrivé à une stupeur d'indignation. Il cria « Comment ? Si je m'amuse ? Ah, ça, que chantes-tu ? Tu en es là, mon vieux ? Mais sans doute je m'amuse, et même lorsque les choses craquent, parce qu'alors je suis furieux de les entendre craquer. Moi, je suis un passionné, je ne prends pas la vie tranquillement, c'est ce qui m'y intéresse peut-être. » Il jeta un coup d'œil vers le salon, il baissa la voix. « Oh, il y a des femmes qui m'ont bien embêté, ça je le confesse. Mais quand j'en tiens une, je la tiens que diable, et ça ne rate pas toujours, et je ne donne ma part à personne, je t'assure. Puis, ce ne sont pas encore les femmes dont je me moque après tout. Vois-tu, c'est de vouloir et d'agir, c'est de créer enfin. Tu as une idée, tu te bats pour elle, tu l'enfonces à coups de marteau dans la tête des gens, tu la vois grandir et triompher. Ah oui, mon vieux, je m'amuse. » Toute la joie de l'action, toute la gaieté de l'existence sonnait dans ses paroles. Il répéta qu'il était de son époque. Vraiment, il fallait être mal bâti, avoir le cerveau et les membres attaqués pour se refuser à la besogne en un temps de si large travail, lorsque le siècle entier se jetait à l'avenir. Et il raillait les désespérés, les dégoûtés, les pessimistes, tous ces malades de nos sciences commerçantes qui prenaient des airs pleureurs de poètes ou des mines pincées de sceptiques au milieu de l'immense chantier contemporain. Un joli rôle, et propre, et intelligent que de bâiller d'ennui devant le labeur des autres. « C'est mon seul plaisir de bâiller devant les autres, » dit Valagnosc en souriant de son air froid. Du coup, la passion de Mouret tomba. Il redevint affectueux. « Ah, ce vieux Paul, toujours le même, toujours paradoxal. Hein ? Nous ne nous rencontrons pas pour nous quereller, chacun a ses idées, heureusement. Mais il faudra que je te montre ma machine en branle, tu verras que ce n'est pas si bête. Allons, donne-moi des nouvelles. Ta mère et tes sœurs se portent bien, j'espère. Et n'as-tu pas dû te marier à Plassans il y a 6 mois ? » Un mouvement brusque de Valagnosc l'arrêta, et comme celui-ci avait fouillé le salon d'un regard inquiet, il se tourna à son tour. Il remarqua que mademoiselle de Boves ne les quittait pas des yeux. Grande et forte, Blanche ressemblait à sa mère. Seulement, chez elle, le masque s'empâtait déjà, les traits gros soufflaient d'une mauvaise graisse. Paul, sur une question discrète, répondit que rien n'était fait encore. Peut-être même rien ne se ferait. Il avait connu la jeune personne chez madame Desforges, où il était venu beaucoup l'autre hiver, mais il ne reparaissait que rarement, ce qui expliquait comment il avait pu ne pas s'y rencontrer avec Octave. À leur tour, les Boves le recevaient, et il aimait surtout le père, un ancien viveur qui prenait sa retraite dans l'administration. D'ailleurs, pas de fortune. Madame de Boves n'avait apporté à son mari que sa beauté de Junon. La famille vivait d'une dernière ferme hypothéquée, aux minces produits de laquelle s'ajoutaient heureusement les 9 000 francs touchés par le comte, comme inspecteur général des haras. Et ces dames, la mère et la fille, très serrées d'argent par celui-ci, que des coups de tendresse continuaient à dévorer au dehors, en étaient parfois réduites à refaire leurs robes elles-mêmes. Alors pourquoi ? Demandant simplement Mouret. Mon Dieu, il faut bien en finir, dit Valagnosc, avec un mouvement fatigué des paupières. Et puis il y a des espérances, nous attendons la mort prochaine d'une tante. Cependant, Mouret, qui ne quittait plus du regard Monsieur de Boves, assis près de madame Guibal, empressé avec le rire tendre d'un homme en campagne, se retourna vers son ami et cligna les yeux d'un air tellement significatif que ce dernier ajouta. Non, pas celle-ci, pas encore du moins. Le malheur est que son service l'appelle aux 4 coins de la France dans des dépôts d'étalons et qu'il a de la sorte de continuels prétextes pour disparaître. Le mois passé, tandis que sa femme le croyait à Perpignan, il vivait à l'hôtel en compagnie d'une maîtresse de piano, au fond d'un quartier perdu. Il y eut un silence, puis le jeune homme qui surveillait à son tour les galanteries du comte auprès de madame Guibal reprit tout bas. « Ma foi, tu as raison. D'autant plus que la chère dame n'est guère farouche à ce qu'on raconte. Il y a sur elle une histoire d'officier bien drôle. Mais regarde-le donc, est-il comique à la magnétiser du coin de l'œil ? La vieille France, mon cher. Moi, je l'adore, cet homme-là, et il pourra bien dire que c'est pour lui si j'épouse sa fille. »